Donc, bonjour à tous, je suis Valérie Perrier, je suis psychanalyste à l'Institut humaniste initiatique de psychanalyse humaniste initiatique de Fréjus. Et aujourd'hui, donc pour cette journée de conférence, je vais traiter de l'inquiétante étrangeté de l'intelligence artificielle, puisque on est dans le cadre de conférences sur le nouveau paradigme de la psychanalyse. Donc on va traiter ce sujet, puisque c'est un sujet qui m'a intéressée. J'ai tout de suite associé, lorsqu'on a parlé de faire des conférences sur l'intelligence artificielle, j'ai tout de suite associé avec ce texte de Freud, l'inquiétante étrangeté. Et ça m'a paru évident pour moi de traiter ce sujet. Donc c'est un texte, c'est un article en fait qu'il a écrit en 1919. Et dans cet article, il y a un concept central sur la notion d'inconscient. Et c'est dans cet article que Freud introduit la pulsion de mort. Et il examine le mot allemand, heimlich, parce que le titre en allemand de l'inquiétante étrangeté, c'est Das Unheimlich, pour explorer ce qui donne leur pouvoir aux sentiments. Ce dont on parlait tout à l'heure, des affects représentations. Là, on étudie qu'est-ce qui donne le pouvoir aux sentiments. Il présente l'inquiétante étrangeté en général et heimlich en particulier pour désigner ce qui est dissimulé, tenu caché, de telle sorte qu'on ne veut pas que d'autres en soient avertis ou informés, qu'on veut leur cacher pour manigancer quelque chose. Heimlich, c'est faire quelque chose dans le dos de quelqu'un. Vous voyez, il y a quand même quelque chose de secret qui intervient. Et donc en 1919, Freud commence son analyse en citant un auteur qui s'appelle Jentsch, où l'inquiétante étrangeté apparaîtrait dans une situation où l'on doute qu'un être apparemment vivant est une âme, ou bien à l'inverse, si un objet non vivant n'aurait pas par hasard une âme. Et Jentsch prend pour exemple, à l'époque du cours, les personnages de cire ou les automates. Et d'ailleurs, pour cet auteur, l'étrangement inquiétant provient également des manifestations de la folie ou alors de l'épilepsie, parce que ça rappelle des processus mécaniques ou automatiques. C'est l'incertitude quant à savoir si l'on a affaire ou pas à une personne ou à un automate, ce qu'on appelle de nos jours un robot, qui produit ce sentiment d'inquiétude ou d'étrange. Donc là, vous voyez où je veux en venir. Alors l'humain, il a la faculté de s'observer lui-même, et le fait que nous ayons engrammé dans notre inconscient des processus primaires qui appartiennent au temps originaire, on verra ça plus en détail dans un deuxième temps, l'inquiétante étrangeté apparaît lorsqu'un sentiment confus, que quelque chose réapparaît, mais on ne sait pas quoi. Quelque chose du moi, à une période où il n'était pas complètement délimité par rapport au monde. Il apparaît de la même façon lorsqu'une situation que l'on a rêvée se présente, ou qu'on tourne en rond sans trouver son chemin. L'histoire de porte, on n'arrive pas à passer. C'est cette répétition non intentionnelle qui produit l'inquiétante étrangeté. Et Freud remarque d'ailleurs que cette compulsion de répétition qui émane des mouvements pulsionnels sera ressentie étrangement inquiétant par tous les névrosés qui vivent ce genre de situation.
Alors, la question qu'on va se poser ici, du coup, c'est est-ce que l'IA est un Heimlich? Est-ce que l'IA serait l'ultime défi que puisse relever une conception matérialiste de l'homme? C'est quand même intéressant, hein, puisqu'on sait que l'IA est quand même liée l'IA très profondément au capitalisme. Est-ce que l'intelligence artificielle serait la projection de notre peur de la mort et de notre volonté d'immortalité? Voilà, je pose ce genre de questions. Freud fait allusion à la notion du double qui est analysée par Otto Rank en 1914. Il y étudie l'ombre, tous les motifs qui sont en lien avec le double, c'est-à-dire l'ombre, l'âme, le reflet dans l'eau ou dans le miroir, le portrait, le sosie, les jumeaux, les automates. S'il y avait eu des robots qui existaient à cette époque-là, il en aurait certainement parlé, encore plus même. Tous ces motifs, Freud remarque qu'ils créent une inquiétante étrangeté, car ils se rapportent à la division du moi et à la mort. Freud émet d'abord l'hypothèse que c'est le motif du double qui entraînerait donc ce sentiment d'inquiétante étrangeté, avec une identification tellement puissante entre deux personnages, de sorte qu'on ne sait plus où l'on en est. Le moi se dédouble, se permute, se divise, et Freud parle de retour du même, c'est-à-dire ce qu'on appellerait aujourd'hui des effets du transgénérationnel, avec la répétition de traits de visage, de traits de caractère, voire même d'actes identiques, hein, des actes qui peuvent être même criminels, ou des répétitions de noms, des choses comme ça qui se transmettent. C'est-à-dire qu'on va créer quelque chose d'immortel pour éviter l'anéantissement. Et cette création, qui au départ était une assurance de survie, devient de toute façon inquiétante parce qu'elle symbolise, par essence, elle symbolise la mort. Et Freud reprend ce que Rank a mis en lumière. Le double, je cite, hein, le double était une assurance contre la destruction du moi, un énergique démenti à la puissance de la mort. Alors, là, ces derniers temps, on a pu entendre des discours du général de Gaulle ou de Macron. Bon, surtout le général de Gaulle, puisqu'il est mort. Il est mort. Macron, pas encore. Donc l'IA fait parler les morts. Et je sais qu'au Japon, pour permettre de faire le deuil à certaines personnes, est-ce que ça le permet, je ne sais pas, on fait parler les personnes décédées avec les gens qui viennent les voir. Voilà. Donc c'est quand même intéressant de voir, on fait parler les morts. C'est chiant pour les médiums. Pardon ? C'est chiant pour les médiums, mais ils ont... Ouais, c'est chiant pour les médiums, ouais. Sauf que donc, ce qui devait être une assurance de survie devient un signe précurseur de la mort, et donc c'est pour cela que c'est étrangement inquiétant. Et ça nous conduit directement dans la vallée de l'étrange. En 1970, donc, il y a un chercheur japonais en robotique qui ne connaissait pas le texte de Freud, hein, qui s'appelle Masahiro Mori. Il postule l'idée suivante. À partir d'un certain seuil, plus un robot ressemble à un homme, plus cela entraîne un sentiment d'étrangeté et d'angoisse. Et cette zone de profond inconfort des humains face aux robots humanoïdes est connue depuis sous le nom de la vallée de l'étrange. Alors, je voulais juste vous projeter le schéma qu'il a fait. Je vais essayer de le faire ici, comme ça,
si ça fonctionne, vous me dites. Pas encore. Ça marche? Alors, je vais juste faire ici le petit schéma qui est là. Voilà. Donc là, on voit ici donc, la modélisation du schéma. Mettez-le en plein écran. Ouais, plein écran. En plein écran, oui. Comment je fais plein écran? Sur votre ordi, en bas. Ben, j'ai plus l'ordi en fait. Ah. Alors attendez, je vais le faire comme ça. On va faire, je vais le mettre en plein écran ici, comme ça. Ah, ça marche pas. Ah si. Voilà. Et là, ici, comme ça. Alors, je ne le vois pas sur mon écran, mais donc, vous voyez là qu'il y a un axe affinité avec le robot et un axe ressemblance anthropomorphique. Donc on commence par le robot industriel, le robot jouet, et puis tout d'un coup, paf, ça descend tout en bas. C'est ce qu'on appelle cette vallée de l'étrange. Et ça remonte au fur et à mesure sur une personne qui est normale, en bonne santé. Voilà. Donc l'affinité, l'axe d'affinité est à 100% avec les personnes, bien sûr, en bonne santé. On se sent tout à fait à l'aise avec ces personnes-là. Et on voit qu'on se sent tout à fait mal à l'aise, donc avec des robots qui ressembleraient vraiment, qui auraient vraiment un anthropomorphisme très fort avec l'humain. Donc, je reviens ici. Donc, sur ce schéma, on voit donc que le robot industriel ou le petit jouet pour les enfants, donc ça passe. Et au fur et à mesure, il y a quelque chose, ce basculement en fait, dans la vallée de l'étrange face à un robot humanoïde qui ressemble à un humain, mais qui ne ressemble pas forcément tout à fait. Et en fait, apparemment, ce serait ce décalage qui créerait ce malaise. Donc, ça a été fait dans le but de se rendre compte jusqu'où on peut aller sur l'anthropomorphisme, justement, par rapport aux robots, mais surtout beaucoup par rapport aux prothèses. Donc, il y a des personnes, oui, on va leur faire des prothèses de main, et on s'est rendu compte que la prothèse de main, plus elle ressemblait à une main normale, en fait, une main humaine, et plus les gens étaient mal à l'aise, il y avait quelque chose d'étrange qui apparaissait. Donc, ils recommandent aux personnes qui font des prothèses de laisser apparaître du métal, de laisser apparaître les articulations, en fait, que ça ressemble, ou alors de faire des pinces à 3 doigts. Il ne faut pas que ça ressemble à une vraie main. Donc ça, c'est les recommandations, justement, donc, que ce Japonais a déterminé en fonction de cette vallée de l'étrange. Donc je trouvais que c'était vachement intéressant parce que ça nous ramène vraiment à ce que Freud remarque, notamment sur ce double qui génère quelque chose d'étrangement inquiétant. D'ailleurs, on l'a vu, hein, le Das Unheimlich, l'étrangement inquiétant, traduit comme ça, hein, provient de l'incertitude concernant le fait que quelque chose soit vivant ou pas. Donc l'automate, le robot, du coup, agirait comme une évocation de notre propre mort. Et c'est pourquoi la vision d'un robot, pas tout à fait humain, mais presque, pourrait réactiver cette frayeur au niveau de l'inconscient. Donc, il y a dans ce livre, Freud
on va dire, il le liste un petit peu toutes les situations qui produisent cet étrangement inquiétant. Il y a un autre point, donc, dans ce texte, où Freud va mentionner ce qui est en lien avec la toute-puissance des idées. C'est écrit comme ça dans le texte. Et il ramène cet étrangement inquiétant justement au monde de l'animisme, qui est, je cite, caractérisé par la tendance à peupler le monde d'esprits anthropomorphes, par une surestimation narcissique des processus psychiques propres, la toute-puissance des pensées et la technique de la magie fondée sur elle, l'attribution de vertus magiques à des choses étrangères. Donc il semblerait que ce qui nous apparaît aujourd'hui étrangement inquiétant se rapporterait à ces restes d'activités animistes. Il y aurait donc quelque chose de l'ordre du refoulé qui fait retour et qui produit l'étrangement inquiétant. Il y a quelque chose qui est familier pour la vie psychique, dont on n'est pas forcément conscient, hein, puisque c'est le propre du refoulement, et qui est devenu étranger par le processus du refoulement. L'étrangement inquiétant serait alors, je cite, quelque chose qui aurait dû rester dans l'ombre et qui en est sorti. Est-ce que cette inquiétude autour de l'intelligence artificielle proviendrait de ces restes animistes? Encore une question qu'on pourrait se poser. Et il va sembler intéressant de faire un parallèle avec le travail de Philippe Descola, qui est anthropologue, et qui nous propose donc une grille de lecture au travers de différentes manières de voir le monde, et notamment au travers de 4 modes de relation, dont l'animisme. Il y a aussi le totémisme, le naturalisme et l'analogisme. Et dans l'animisme, ce qui nous intéresse ici, l'intériorité. Il y a une question d'intériorité et de physicalité et de lien avec ces intériorités et ces physicalités. Donc l'intériorité qui est attribuée aux êtres non humains est pensée en se basant sur l'intériorité humaine. Ok ? Ainsi, l'animisme est de nature anthropogénique. On a une relation en fonction de comment nous, on est à l'intérieur. Les relations entre les humains et les non-humains sont également conçues selon le modèle des relations entre les humains. On fait des liens avec l'IA. On pourrait dire que les êtres vivants non-humains sont des humains déguisés sous une autre apparence physique. Et ça m'a amené à une thèse élaborée par une personne, Madame Fabienne Martin-Juchat, qui est de l'Université de Grenoble, qui a publié un article sur le néo-animisme. Et sur une étude de Lewis Mumford, l'animisme implique que les objets animés ou inanimés soient la demeure de l'esprit et puissent se conduire comme des créatures vivantes. Selon la pensée animiste, les humains et les non-humains interagissent de façon magique grâce à leurs propriétés physiques. Déjà là, ça commence à devenir étrangement inquiétant. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. D'un autre côté, à la différence de l'animisme, où la distinction se joue sur les physicalités entre les êtres, le naturalisme, c'est plus sur ce mode de fonctionnement que nous on est, repose sur l'intériorité des êtres vivants. C'est-à-dire que les humains sont des animaux, ils partagent une histoire évolutive, une histoire génétique, une histoire biologique, mais ce qui les distingue des non-humains, c'est leur capacité à avoir une conscience, une subjectivité, pouvoir donner des significations, maîtriser les symboles, utiliser le langage pour exprimer toutes ces facultés. Donc ça, on est sur l'intériorité que n'a pas forcément l'intelligence artificielle. Donc là, on voit que nous sommes plutôt sur le mode du naturalisme. Et pourquoi ? Parce que cette pensée animiste
où le mode de relation fonctionne par la magie, la relation profonde avec la nature, bah forcément, ça ne pouvait pas tenir dans notre société matérialiste et capitaliste, hein, où c'est la pensée scientifique, la technologie, la rationalisation. On ne peut pas tenir sur le mode de relation animiste. Et pourtant, Lewis Mumford, donc c'est un historien américain, il explique que l'humain, dans sa frénésie de rentabilité, d'appât du gain, qu'est-ce qu'il devient? Il devient un étranger apeuré dans un monde qui a fabriqué sa propre technique. Et ça, c'est un point de bascule en fait. L'humain, il est apeuré dans un monde qui a fabriqué sa propre technique. D'où le besoin de contrôle, de rationalisation des émotions, de contention des angoisses, et par là même, la technologie devient une justification pour combattre la peur de l'entropie, et la technologie vient faire la coupure avec le vivant. Donc on garde à l'esprit que le vivant, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose d'imprévisible, quelque chose de fluctuant, qui échappe au contrôle. C'est la définition même du vivant, hein. C'est l'inverse de ce qui est technologique. Et donc, selon Mumford, l'homme s'échappe d'un mode de relation animiste, il rejette ses dons primitifs, il vient même à les mépriser, à les rejeter, hein, pour s'aliéner à la technologie et pour dépendre de cette technologie. D'ailleurs, cet auteur, il va même plus loin, c'est qu'il dit que la haine de l'humain envers sa propre espèce le pousse à voir dans la technique la possibilité de se transformer lui-même en machine pour échapper à sa condition de pauvre humain apeuré. Sauf que voilà, notre société, donc qui valorise l'autorité sur la nature, hein, on contrôle tout, n'est pas capable de canaliser les angoisses existentielles. Et les technologies sont censées nous protéger contre une nature injuste, cruelle, inquiétante, imprévisible, fluctuante. Et l'humain se prend à considérer que la machine est un partenaire pour construire son rapport émotionnel au monde. Ça lui permet de contenir, en fait. Donc, il revient, du coup, de façon obligatoire, vers un mode de relation animiste avec la machine, non plus pour communiquer avec la nature, mais pour s'en protéger. Donc là, on est dans un paradoxe complet. Et de toute façon, on connaît tous la dépendance affective que peut produire la technologie. La machine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reconnaît l'humain. Elle reconnaît l'humain par les empreintes digitales, on en a parlé, par le visage, par la voix, dit Google ou Siri ou je ne sais pas quoi. C'est ce qui est le propre des relations humaines. Et ce type d'approche déclenche un sentiment de relationnel. Et on pourrait dire que l'objet technique devient sujet par ce processus de reconnaissance du sujet lui-même, le robot devenant un interlocuteur, forcément, il y a quelque chose qui ne colle pas, et ça crée de l'inquiétude, ça crée cet étrangement inquiétant. Donc, lorsqu'on effectue une demande à un robot conversationnel du type ChatGPT, on peut remarquer que l'outil nous amène à un niveau de relation proche, voire similaire à celui qui est entre humains. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir tous les jeunes qui communiquent beaucoup. Si on les voit devant les lycées, tous assis les uns à côté des autres, ils sont tous devant leur téléphone. Donc ils ont un mode de relation qui est affectif avec leur téléphone.
on sait donc qu'il s'agit d'un robot, on sait qu'il s'agit d'une intelligence artificielle, et nous reconnaissons en cette intelligence une continuité avec notre intériorité, malgré une discontinuité avec nos physicalités, et donc ça nous ramène à un mode de relation que Fabienne Martin-Juchat appelle néo-animiste, puisque voilà. Donc dans ce sens, effectivement, la technologie et l'intelligence artificielle permettent d'augmenter non seulement les capacités humaines de façon quasiment magique, mais devient en plus une compagne protectrice. C'est ce que la plupart des gens recherchent, hein, pour être protégés face à leurs propres angoisses. Elle donne l'illusion d'une intériorité et propose donc ce type de relation animiste, sauf que, en fait, toutes les principales caractéristiques de l'animisme ont disparu. C'est-à-dire que dans l'animisme, en fait, on n'établit à aucun moment une relation de hiérarchie, de supériorité ou de maîtrise. Puis il n'y a pas de nature. C'est comme si, quelque part, on voulait que l'intelligence artificielle incorpore l'humain, ou que nous puissions projeter en elle une conscience extracorporelle. Et là, je vous propose de faire une hypothèse que j'ai faite, que j'ai imaginée, on va dire. Est-ce que cette forme d'imagination, peut-être, pourrait nous sortir un petit peu de cette pulsion de mort? Donc je propose de faire l'hypothèse que l'humain, qui n'a pas encore pris conscience de son évolution, est projeté dans l'intelligence artificielle toutes ses compétences futures qu'il n'a pas encore reconnues en lui-même. Une forme de rétrocausalité de l'humain, en fait. C'est-à-dire que toutes ces compétences futures qu'il n'a pas reconnues encore en lui-même, c'est-à-dire l'accès à toute l'information, l'humain serait capable d'avoir accès à toute l'information, la connexion à la connaissance, cette connexion dont on a parlé tout à l'heure, le don d'être vivant dans plusieurs dimensions, la possibilité que la conscience soit extracorporelle. On sait que ce n'est pas forcément juste une possibilité, hein. Et donc ce serait pour ça que l'humain voudrait absolument que sa conscience soit dans l'intelligence artificielle. Bien sûr, à ce jour, on le sait, hein, c'est pas possible, c'est un fantasme, on est d'accord. Sauf que là, on imagine. Moi, personnellement, après accepter, donc après des siècles de matérialisme, alors que nous sommes encore soumis au capitalisme, à l'idéologie managériale, productiviste, aux peurs de toutes sortes, notre intuition qui est mondiale en fait, hein, puisqu'on voit qu'il y a une situation exponentielle sur l'intelligence artificielle, on en parle depuis ces derniers mois de façon permanente, cette intuition donc que la mutation de l'homme vers lui-même, vers sa vraie nature multidimensionnelle, serait projetée dans un fantasme technologique. Moi personnellement, ça me paraît très soutenable. Donc en fait, ce qui ferait retour irait en deçà de l'animisme ou de toute forme de religion première, ferait référence à ce que Ferenczi appelait le refoulement organique dans Thalassa. Pour moi, cette image, donc ce livre de Thalassa, il est vraiment venu faire retour dans cette imagination. Et l'inconscient biologique, la biologie des profondeurs, ferait paradoxalement retour dans le technologique. Le caractère pluridimensionnel du psychisme serait représenté comme l'intelligence artificielle. Donc soit comme un objet tendant vers la multidimensionnalité, soit comme un fantasme d'extension de soi-même, soit comme le signe d'une évolution de l'humanité en cours de process.
Moi, je fais le choix d'émettre cette hypothèse pour tenter de sortir, du coup, de la pulsion de mort, si on reste dans le fantasme de toute puissance. L'IA va contraindre l'humain à changer ses modes de fonctionnement, certes, et d'organisation, tout comme le soutient Ferenczi dans Thalassa. Les êtres vivants ont dû s'adapter à des nouvelles situations liées à des changements climatiques, à des changements technologiques. C'est ce qu'il soutient donc dans son livre. Et notre profond désir de rétablir l'équilibre biologique primaire, celui de la naissance de la vie, passerait maintenant par le technologique. Cela rejoindrait l'hypothèse de Freud que notre époque, violente et traumatique, produit une désintrication, dixit Freud, j'invente pas, c'est-à-dire une désintrication des pulsions. Donc, on fait donc l'hypothèse, en reprenant les travaux de Ferenczi, je trouve ça assez passionnant, que l'IA serait le produit d'un contre-investissement, c'est-à-dire que d'un point de vue bioanalytique, normalement, c'est l'organisme qui s'organise aux nouvelles circonstances. Okay ? Mais là, ça va très vite. Hein ? Lorsque l'adaptation n'est pas possible, l'organisme s'efforce de modifier le monde extérieur. Donc là, en fait, il y a comme une triangulation. C'est-à-dire que le monde extérieur, il évolue à vitesse grand V. L'humain ne peut pas s'adapter, donc la triangulation, elle vient avec l'intelligence artificielle, entre autres. On va dire, hein. Je cite Ferenczi, l'adaptation implique de renoncer à ces objets, c'est-à-dire à transformer une perturbation en satisfaction. Ça se produit par identification avec le stimulus perturbant, puis l'introjection de celui-ci. L'intelligence artificielle serait alors le symbole de l'au-delà du principe de plaisir. Et lorsque Freud dit « le but de toute vie est la mort, car l'inanimé était là avant le vivant », cela vient corroborer cette hypothèse, et que ce qui fait retour, c'est bien ce refoulement de l'inanimé à qui l'on veut maintenant, à tout prix, donner vie. Ferenczi cite Nietzsche en disant que toute matière inorganique provient de l'organique. Il propose d'envisager l'univers organique et inorganique comme une oscillation perpétuelle entre pulsion de vie et pulsion de mort. Ça se tient. En tout état de cause, c'est ce pressentiment donc, que l'intelligence artificielle contiendrait en son sein des forces occultes, cachées, qui la rend étrangement inquiétante, et qui plus est, donc, si on considère que l'intelligence artificielle serait une métaphore du commencement de l'humain. Donc, imaginez avec moi, pour aller plus loin dans cette hypothèse un peu folle, c'est que l'intelligence artificielle, comme reflet de l'adaptation humaine, on pourrait soutenir que l'IA est le résultat de cette adaptation à un environnement de plus en plus complexe et technologique, de façon similaire d'ailleurs à ce que les organismes vivants évoluent pour s'adapter à leur environnement. Les humains auraient développé l'IA pour résoudre des problèmes et satisfaire leurs besoins complexes. On en parlait tout à l'heure, puisque cette complexité aussi apparaît dans certaines réflexions au sein de l'Institut. On peut aussi faire des parallèles avec l'instinct de survie, parce qu'en bioanalyse, l'instinct de survie, c'est quelque chose de fondamental.
ce parallèle avec l'IA en considérant que la création et le développement seraient une manifestation de l'instinct humain de survivre et de prospérer dans un monde en constante évolution. Une aspiration à la perfection aussi, puisqu'en bioanalyse, les individus aspirent à la perfection. L'IA en tant qu'entité créée par l'homme peut être vue comme une tentative d'atteindre une forme d'intelligence et de performance, transcender les limites biologiques. Et d'un point de vue bioanalytique, l'émergence de la conscience artificielle, ce fantasme, dans l'IA pourrait être considéré comme une extension de la conscience humaine, ou du moins une tentative d'approcher un tel état. Donc c'est vrai que ça soulève des questions qui sont fascinantes sur la nature de la conscience, de l'identité et de ce qui fait vraiment retour au final. D'ailleurs, moi, il m'a semblé quand même très important de faire un lien avec le vocabulaire qui est utilisé dans le domaine de l'intelligence artificielle, parce qu'il comporte de nombreuses métaphores avec les concepts biologiques et bioanalytiques. Donc on parle de neurones artificiels. On parle de plasticité synaptique, d'apprentissage. On parle de réseaux de neurones profonds. On parle d'architecture neuronale. On parle de sélection naturelle. On parlait tout à l'heure des algorithmes. Certains algorithmes, si on voit qu'ils ne sont pas bons, eh bien, ils meurent automatiquement. Seuls les meilleurs algorithmes survivent. On parle de jumeaux numériques. Bon, c'est vrai que le domaine de l'intelligence artificielle s'inspire beaucoup de la biologie, enfin, notamment en termes de vocabulaire, de mots, pour créer ces modèles et ces systèmes. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je voudrais conclure avec Lacan. Avec deux petites phrases de Lacan, dont une qu'il dit dans le séminaire Le Moi. Il dit « Même si la machine ne pense pas, il est clair que nous-mêmes ne pensons pas non plus au moment où nous faisons une opération. Nous suivons exactement les mêmes mécanismes que la machine. » Et dans un autre séminaire, dans son 7e séminaire, l'éthique de la psychanalyse, il parle de la notion d'extimité. C'est une composition, un mot qu'il compose entre extérieur et intimité. Et il fait allusion à l'idée clinique selon laquelle notre noyau le plus intime est en fait à l'extérieur. Donc une extériorisation intime étrangement inquiétante, soit, l'extimité avance la structure topologique de l'inconscient en tant qu'exclusion interne. Voilà. Donc j'espère que vous n'êtes pas trop inquiets et que cette proposition d'imagination peut-être a ouvert quelques champs. Ça... Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Parce que du coup, je me disais,